Oui, c'est un peu étrange de commencer ce qui est intitulé une conférence avec un teaser, mais c'est une aventure à laquelle je me suis prêté, qui est étrange pour moi de filmer, essayer de rendre compte d'un parcours en yoga. Et bon, c'est pas vraiment le thème de ce soir, donc je voudrais venir assez rapidement au thème. Mais je pense à vous voir que vous êtes toutes et tous, sinon des pratiquants, du moins conscients de ce que c'est que le yoga, et peut-être pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes enseignants, il est possible que vous soyez inquiets de comment le yoga, quelle tournure prend le yoga depuis quelques années, depuis que c'est devenu, sinon une mode, du moins une activité qui attire de plus en plus de gens dans des milieux très différents, aussi bien dans des milieux ruraux qu'urbains, et où le yoga se résume essentiellement dans un enseignement ou une guidance, même plus qu'un enseignement, de pratiques posturales, respiratoires, peut-être un peu de relaxation, peut-être un peu de méditation, peut-être pour certains d'entre vous qui êtes enseignants de cette filiation de l'Institut français de yoga, aussi quelques explications ou quelques inspirations venant du texte normatif fondateur du yoga qu'est plutôt le Yoga Sutra de Patanjali. Deux mots là-dessus quand même, s'il y en a parmi vous qui n'êtes pas du tout familiarisés. Ce texte, d'abord, est difficile à dater. Ça varie entre au mieux 3 siècles avant notre ère et au pire 3 siècles ou 2 siècles après. Enfin, c'est une fourchette de quand même pas mal de centaines d'années. Et dont l'auteur Patanjali est totalement inconnu. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, s'il vivait dans le sud, comme disent les gens du sud de l'Inde, s'il vivait dans le nord, comme disent les gens du nord de l'Inde. Donc c'est assez flou parce que l'Inde a ce mérite qui était le nôtre en Occident chrétien à l'époque du Moyen-Âge, de valoriser plus l'anonymat que les citations précises de qui a fait quoi quand. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'optique inverse. Et c'est même une tragédie. Mon professeur TKV Desikachar s'est insurgé au moins à un moment de sa vie contre la manie d'étiquetage concernant le yoga. On parle du yoga d'un tel, de telle école de yoga, ça n'a pas de sens. Le yoga est une réalité qui n'est pas classifiable en propriété privée, comme certains yogis même ont essayé de déposer des brevets aux États-Unis pour des choses aussi basiques que des postures. Ils ont échoué, heureusement. Mais voilà, le yoga n'est pas une marchandise. Et donc, mon intérêt ce soir, et j'espère que ça sera le vôtre aussi, et que nous aurons un temps d'échange, c'est d'essayer de faire le tour de ce que c'est que le yoga et de ce que ça n'est pas. Alors, le yoga peut être, et c'est justifié, en tant que technique posturale et respiratoire, un moyen d'améliorer ce que je vais appeler un véhicule, c'est-à-dire, ça va peut-être vous choquer, mais notre corps physique, et dans ce corps physique, le cerveau, et à travers le fonctionnement du cerveau, ce qu'il faut bien appeler comme étant notre esprit. Mais là, je ferai tout de suite une pause pour dire que un des traducteurs en français les plus aptes, en tout cas sur le plan du savoir universitaire, Michel Angot, fait une distinction que je trouve très intéressante en écrivant esprit avec un E minuscule pour parler de ce dont nous sommes tous les uns et les autres conscients, c'est-à-dire le fonctionnement de notre pensée, le remue-ménage de nos émotions, l'apparition et la disparition des souvenirs qui ont trait à notre existence sur cette planète, etc. Et un E majuscule pour le même terme esprit, pour signifier la différence qui est fondamentale dans le yoga entre une identité coutumière, familière, dont on parle en disant moi ou en disant je,
et ce qui serait notre identité authentique et réelle, qui est bien plus vaste et sans ces limites que sont celles de l'esprit avec un E minuscule, dimension qui serait notre source, mais aussi notre point de retour, et que le yoga vise à faciliter, à ne pas attendre que ça se produise éventuellement. Alors, pour les hindous, vous savez sûrement qu'il y a l'idée que nous ne sommes pas nés qu'une seule fois, que nous naissons et renaissons sans cesse, tant qu'on n'a pas réalisé notre vraie nature, cet esprit avec un E majuscule. D'aucuns l'ont appelé Dieu dans d'autres régions du monde. En Inde, c'est très différent parce que le mot Dieu n'a pas la même signification, mais l'idée est la même, c'est qu'il y a en nous quelque chose qui nous dépasse infiniment, et ce quelque chose qui nous dépasse infiniment se joue le jeu de s'oublier pour se limiter et s'identifier à la personne que nous sommes, dont nous savons bien qu'elle est limitée parce que nous connaissons à la fois nos limites physiques et nos limites psychiques et nos limites intellectuelles, même si une partie de nous-mêmes a la prétention d'être meilleure que tous les autres. Peut-être ça vous est jamais arrivé de penser ça, je ne sais pas. En venant avec ma femme Jocelyne, il y avait son fils à un moment qui conduisait, Philippe, et Philippe disait, oui, en France, les statistiques montrent que plus de 90% des conducteurs considèrent qu'ils conduisent mieux que la moyenne des conducteurs. C'est un exemple du type de certitude qu'on développe en soi-même, parce que fondamentalement, on sait bien que ce n'est pas le cas. Et qu'il faut bien essayer de se donner une valeur là où on croit qu'on peut s'en donner une sans trop coup faire rire, parce que personne ne va pouvoir vérifier quelle est la moyenne des conducteurs en France et qui conduit bien et qui conduit mal. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire bien conduire, mal conduire? Tout ça, c'est tellement flou qu'on peut se permettre de dire des choses comme ça. Mais il n'y a pas que cet exemple-là. Donc, pour en revenir à notre thème, qui était de savoir si c'est justifié d'appeler les cours de yoga quand il ne s'agit que de travail postural et respiratoire, je voudrais souligner donc l'importance qu'a le mot yoga. La plupart peut-être pensent que ce terme vient d'un verbe yuj qui veut dire joindre. Alors c'est une première erreur parce que l'auteur du Yoga Sutra qualifie le mot yoga comme issu de cette racine yuj, mais dans son sens d'arrêt ou de repos. Le yoga, c'est arriver à un repos des activités qui sont celles que nous exerçons sans cesse pour nous voiler la face par rapport à notre vraie nature et pour combler un vide fondamental que nous éprouvons à de rares moments, et à ces moments-là, nous éprouvons une intense peur et nous cherchons nécessairement une fuite. Et j'ai peur, malheureusement, que beaucoup de cours de yoga soient de la nature d'une telle fuite. C'est-à-dire une manière de meubler son temps pour ne pas avoir à confronter un geste fondamental, essentiel et cependant terriblement difficile, qui est de ne pas se voiler la face et de se regarder réellement tel que l'on est à l'intérieur de soi et s'apercevoir de la petitesse et de la médiocrité de ce que j'appelle moi, et ce que chacun d'entre nous appelle moi. Et ce geste-là est très difficile à faire si il s'avérait que c'était la fin de l'histoire et que nous resterions alors définitivement dans ce sentiment très douloureux et triste de notre limitation, de notre médiocrité, de notre petitesse, de notre mesquinerie, de nos jalousies, de nos ambitions, de nos attachements, de nos peurs, tout ce qui caractérise l'être humain. Si c'était la fin de l'histoire et qu'il s'agissait de le reconnaître, ça serait assez tragique. Alors la suite, qui est peut-être de la nature d'une croyance, qui est peut-être purement une hypothèse, c'est que nous croyons être cette entité limitée, mais fondamentalement, nous ne le sommes pas, nous sommes bien plus vastes que cela. Si je dis hypothèse ou croyance,
c'est parce que je ne veux pas affirmer quelque chose qui ne serait pas de la nature d'une réalité vécue. Et pour que ce soit une réalité vécue, selon le yoga, il faut accepter de s'engager dans une investigation ou dans une recherche qui réclame, entre autres, une absence de crédulité. La naïveté et le yoga ne vont pas bien ensemble. Un esprit aiguisé qui ne se satisfait pas de la pensée trop facile et qui accepte de se remettre en question, la dite pensée accepte de se remettre en question et de voir ses propres limites, parce que tant qu'on attribue une valeur très positive à la pensée, on est prisonnier de cette pensée. Et sans doute tout le cœur du problème de la connaissance de soi réside dans le fait que nous ne sommes pas conscients d'où vient la pensée et de sa portée, surtout dans le pays de Descartes, qui, paraît-il, n'a jamais dit « je pense donc je suis », mais a dit « je pense, virgule, je suis, virgule, Dieu est », ce qui n'est pas du tout la même formule. Et ce n'est pas ce qu'on m'a appris à l'école. Peut-être vous non plus, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Je ne suis pas allé voir dans les écrits de Descartes. Et donc je disais que le yoga n'est pas une activité de bien-être comme on tend à le montrer aujourd'hui, mais ça ne l'exclut pas. Si on enseigne le yoga et qu'on se contente d'enseigner le yoga pour aider les gens à mieux dormir, à avoir moins mal au dos, à être moins stressés, c'est tout à fait justifié. Mais est-ce qu'on doit appeler ça yoga ? C'est ça la question. On utilise des techniques du yoga, mais on ne peut pas dire que c'est yoga. Pas plus qu'on ne pourrait dire que c'est yoga d'étudier des textes. Que ce soit le Yoga Sutra, la Bhagavad Gita, il y a plein de textes en Inde qui essayent des textes anciens, je parle, qui essayent de définir ce que c'est que le yoga. On ne fait que décrire la carte qui essaye de rendre compte d'un territoire, et le yoga ne commence que quand on pénètre sur ce territoire. C'est-à-dire qu'on a une expérience intérieure authentique de dévoilement de soi. Et si on regarde, non pas l'histoire du yoga parce qu'on la connaît mal, mais si on regarde ce qui est dit, des témoignages de ceux qui se sont adonnés dans un temps historiquement récent, donc ça permet de repérer certains faits, ceux qui se sont engagés sérieusement dans cette recherche, ils y ont consacré leur existence, sinon totalement, du moins beaucoup plus que n'importe lequel d'entre nous ne peut le faire dans les conditions de vie actuelles. Ce qui veut dire que tel qu'il est fait dans ces textes, comme le Yoga Sutra, comme la Bhagavad Gita, peut-être cet enseignement n'est pas applicable aujourd'hui tel quel. Mais c'est certainement pas suffisant de pratiquer des postures, de pratiquer des pranayamas, de pratiquer pranayama pour tout le monde, au cas où certains ne savent pas de quoi il s'agit, c'est de transformer une respiration inconsciente en une respiration consciente et de développer la conscience de la respiration à travers un certain nombre de techniques dont l'objectif est de ralentir le flux respiratoire de façon à ce que l'attention que l'on porte à ce qui se passe en soi s'affine et qu'on commence à devenir conscient, entre autres choses, de flux d'énergie qui nous traversent, dont la plupart du temps nous ne sommes pas conscients parce que notre esprit, avec un E minuscule, est trop occupé par les préoccupations de la vie quotidienne. Donc ça demande, pour le pranayama, déjà quelque chose qui ne peut pas avoir lieu dans un cours collectif. Parce que dans un cours collectif, il n'y a pas l'intimité requise avec soi-même qui permettrait de vraiment porter son attention d'une manière renouvelée à tous ces changements qui ont lieu en soi et qui dépendent des rêves que l'on a faits, du sommeil que l'on a eu pendant la nuit, qui dépendent du petit déjeuner quand on va le manger, qui dépendent des gens qu'on rencontre, qui dépendent des stress de la vie.
le pranayama devient, à ce moment-là, quand on le pratique assidûment et seul, une sorte de baromètre intérieur ou de thermomètre, je ne sais pas, qui va nous faire prendre conscience de variations infimes de notre manière d'être et donc va devenir une source de guidance dans la vie pour éviter les situations nocives, pour éviter les gens qui sont nocifs et pour se diriger vers ce que le yoga nous appelle à connaître, c'est-à-dire une vie harmonieuse, équilibrée, où la tranquillité prend le pas sur l'agitation. Ça vous permet de voir quelle distance nous avons à franchir aujourd'hui dans un monde qui s'agite de plus en plus et qui inquiète de plus en plus. Donc, il ne suffirait néanmoins pas de pratiquer asana, pranayama, même par soi-même, chez soi-même, pour qu'on puisse parler honnêtement que cette démarche est yoga. Pour que cette démarche soit yoga, il faut qu'il y ait d'abord cette inquiétude, dans le sens manque de quiétude intérieure, qui conduit à une interrogation que la plupart d'entre nous avons eue très tôt dans l'existence et avons oublié et perdu, qui est quel est le sens de cette existence, s'il y en a un, et comment le trouver. Comment approfondir le regard que l'on peut porter sur le monde soi-disant extérieur, les autres êtres vivants, pas seulement les autres êtres humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc., les planètes, tout ce que vous voulez. Comment porter un regard avec suffisamment d'honnêteté et de vérité et de précision sur ce qu'on appelle le monde extérieur et surtout sur ce qu'on appelle le monde intérieur, c'est-à-dire comment je fonctionne, moi. D'accepter de regarder tout ce qui constitue ce qu'on pourrait appeler notre conscience dans le sens occidental du terme, tout ce dont on pourrait être conscient, j'allais dire dont on est conscient, c'est pas vrai, parce que la plupart du temps on est conscient que d'une infime partie de ce qui se passe en nous, tout ce dont on pourrait devenir conscient si on portait une attention beaucoup plus soutenue sur toutes les sensations, donc le corps, perception, donc les organes des sens, concept, pensée, donc l'organe rationnel, intellectuel, émotion, et quelque chose de plus qui est de la nature de, alors je ne sais pas quel terme employer, spirituel, mystique, quelque chose qui n'est pas de la nature de la recherche, de la connaissance des objets et des situations, mais qui serait de tourner le regard vers ce qui est à l'origine de tout ce qui s'offre à nous en termes d'expérience depuis l'aube des temps. Pas seulement l'expérience individuelle de chacun d'entre nous, mais l'expérience de l'humanité et de ce qui l'a précédé sous différentes formes sur cette planète, la vie. Et ce qui a conduit cette vie à devenir suffisamment consciente pour que nous soyons ici et que nous soyons en train de chercher à comprendre ensemble ce que c'est que le yoga. Vous me suivez ? Ça va ? Je ne complique pas trop les choses. J'ai tendance à... Quelquefois, il faut me ramener sur terre un peu. Alors, comment on en est venu ? Quand je suis allé en Inde la première fois, c'était en 1963. J'y suis allé par la route. Et arrivé là-bas, les Indiens, à l'époque, je crois qu'encore aujourd'hui, sont très curieux de tout ce qui n'est pas indien. Donc, ils me posaient des questions d'où je venais, pourquoi j'étais en Inde. Et je leur disais, je viens parce que j'ai commencé la pratique du yoga en France et ça m'intéresse d'approfondir, de voir qu'est-ce que c'est que le yoga chez vous, quoi, quelle est la réalité du yoga en Inde. Ils me disaient, le yoga, ah oui, le yoga, la méditation. Je disais, non, pas seulement la méditation, mais aussi les postures. Et alors là, tout le monde haussait les épaules d'un air dégoûté en disant, les postures, l'air de dire, mais c'est sans intérêt, quoi. Plus récemment même,
peut-être il y a 15 ans, je ne sais plus, avec Jocelyne qui est ici, ma femme, on est parti faire un voyage aux sources du Gange, donc dans les montagnes. Et on a fait une halte à une altitude relativement modérée, ça devait faire 1800 mètres ou quelque chose comme ça, pour faire un palier avant de grimper au-delà. Et c'était un lieu magnifique d'ailleurs qui s'appelle Nainital, et là on avait le voyagiste indien qui nous avait organisé le voyage avait choisi un hôtel qui était un palais d'un Maharaja. Alors les Maharajas en Inde, depuis l'indépendance, ils n'ont plus de biens propres, ils se débrouillent comme ils peuvent pour vivre comme tout le monde. Donc lui, il se finançait en louant une partie de son palais comme hôtel. Donc on était dans cet hôtel et il y avait un régisseur qui parlait anglais, bien sûr, et qui m'a dit, puisque j'étais le responsable du voyage, il m'a dit, vous savez, le Maharaja a un gourou. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce terme, peut-être pas dans les bonnes connotations du terme. Le mot gourou a une signification ésotérique, mot à mot en sanskrit, nir-ukta, qui n'est pas dite, qui reste caché, qui n'est révélé qu'à ceux qui peuvent l'entendre. Et ce terme signifie celui qui roux fait cracher, goût, ce qui est coincé dans la gorge, c'est-à-dire qui fait sortir tout ce qui n'a pas pu être digéré dans l'être humain et qui est comme un poids qu'il faut évacuer avant qu'il se sente à nouveau léger. Donc il a un gourou, et sur un air de confidence, il me dit, vous savez, il a 300 ans. Alors là, j'ai commencé à me dire, oh là là, bon. Et il aimerait bien vous rencontrer, vous et votre groupe d'adeptes du yoga français. Je ne pouvais pas dire non, donc j'ai dit ok. J'ai demandé aux gens du groupe de venir avec moi au marché. On a choisi des fruits, puisque c'est l'offrande traditionnelle, des fleurs et des fruits pour un gourou. Et on a vu apparaître un homme maigre comme mon petit doigt, avec une longue barbiche et des longs cheveux poivre et sel, qui avait l'air d'avoir une 50aine d'années, et super sympathique, pas du tout, du type à vous donner des conseils aberrants, quoi. Un type vraiment sympa. On a commencé à discuter, et les gens ont posé des questions. Et alors, une des questions, c'était est-ce que vous pratiquez la méditation? Bien sûr. Est-ce que vous pratiquez le pranayama? Il a fait un geste avec les mains et puis s'est étouffé. On voyait bien qu'il n'avait aucune expérience du pranayama. Et quelqu'un, évidemment, lui a posé des questions sur les postures. Et là, il est parti d'un éclat de rire en disant « les postures, ça ne sert à rien ». C'est encore, donc, il n'y a pas très longtemps. Mais depuis, ça a changé. Ça a changé parce que le yoga a fait boomerang. C'est-à-dire qu'en Occident, ce qu'on garde du yoga, essentiellement, c'est ça. Travail postural, éventuellement travail respiratoire. Et comme c'est la mode aux États-Unis, en Europe, au Japon, c'est en train de le devenir en Chine aussi, du coup, les Indiens, ils se sont tous mis au yoga. Postural, bien sûr. Voilà. C'est un drôle de tour joué au yoga qui revient dans son pays d'origine, mais coupé de sa réalité. On en est en partie responsable. Je dis on, je ne parle pas de vous, je parle de moi. Parce que quand je suis rentré de mon premier séjour avec mon professeur à Madras, je n'ai pas gagné ma vie en parlant du yoga dans sa globalité. J'ai gagné ma vie, il fallait bien que je gagne ma vie d'une façon ou d'une autre, en enseignant des postures et du pranayama. Et j'ai très vite été amené à prendre la responsabilité de formation pour une fédération que j'ai quittée ensuite. Et qu'est-ce qu'on me demandait de faire? C'est d'enseigner des postures, du pranayama, peut-être un petit peu de relaxation, un peu de méditation. Donc je suis responsable de ça au premier chef. Je ne suis pas le seul. On a été beaucoup à faire de notre vie une vie d'enseignement de yoga, et qui dit une vie d'enseignement de yoga dit les moyens pour pouvoir la vivre, c'est-à-dire donc monnayer quelque chose qui à l'origine n'était pas vraiment monnayé,
Mais on n'a pas été les premiers à le faire. Le père de mon professeur, le père de Deshikachar, T. Krishnamacharya, quand son mécène a perdu ses moyens de subsistance, le Maharaja Mysore, il a bien été obligé, il avait, je crois, 5 enfants à l'époque, si je ne me trompe. Il a bien fallu qu'il trouve lui aussi un moyen de gagner sa vie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des cours de yoga. Et c'était quoi les cours de yoga? C'était des cours de posture et de respiration. Et surtout dans une orientation thérapeutique, parce qu'il avait cette faculté. C'est donc, à ma connaissance, le premier à avoir fait cet impair de rendre le yoga quelque chose de monnayable. Et même pas le yoga, le travail postural et le travail respiratoire au service des problèmes de santé de l'être humain. Et à cela, il n'y a rien à redire en soi. Hein. Après tout, quand vous allez chez le kinésithérapeute ou le médecin, pourtant c'est aussi traitement de la santé, vous acceptez de payer, enfin en France pas trop, parce qu'il y a l'assurance maladie, il y a plein de choses qui nous aident à le faire jusqu'ici, en tout cas en sortant moins d'argent de sa poche que dans d'autres pays où il faut tout payer, hein, comme aux États-Unis par exemple. Et cette transformation de l'enseignement du yoga qui était au fond comme une sorte de sacerdoce, où les gens donnaient quelque chose à la fin dans l'enseignement s'ils avaient les moyens. S'ils avaient les moyens, ils pouvaient donner beaucoup. Et s'ils n'avaient rien, ils donnaient une fleur ou un fruit ou une pierre ou n'importe quoi, juste un geste d'offrande. C'est devenu une profession. Cette profession, elle s'organise de plus en plus. Elle devient de plus en plus exigeante en termes de formation, et c'est peut-être bien. Mais mon souci, fondamentalement, c'est que, est-ce que dans cette organisation, dans cette inclusion du yoga qui est inclassable, c'est pas une religion, même si ça a toujours été au sein de différentes religions en Inde. Il n'y a pas eu de yoga laïque en Inde, parce que la laïcité, ça n'existe pas. Il n'y a pas eu de yoga athée en Inde, parce que les Indiens, en général, pas seulement les hindous, mais les bouddhistes, les musulmans, sont des gens extrêmement religieux, très croyants. Mais depuis que le yoga s'est exporté en Occident, et en particulier en France, il y a un yoga laïque aussi. Il y a un yoga qui ne fait pas référence à une religion. Et il y a même des enseignants de yoga qui disent « Ah non, le yoga, c'est pas une religion ». C'est pas une religion, mais ça n'a jamais été séparé d'une religion dans l'histoire. Ça a toujours été en lien avec une religion. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. En partant sur la religion, l'exportation du yoga dans un pays laïque comme la France. Où en étais-je? Quelqu'un m'aide? Personne ne me suit. Je vous comprends. Oui, voilà, c'est devenu une profession qui donc demande de plus en plus de compétences, on va dire, même si les compétences sont loin de celles que doivent obtenir un kinésithérapeute ou un ostéopathe. Mais ce dont j'ai peur, voilà, je crois que je retrouve le fil, c'est que dans cette officialisation du yoga, on perd le sens profond de ce mot et de cette recherche. Alors, j'espère que quand on aura le temps de poser, que vous aurez le temps de poser des questions, qu'il y ait des questions qui viennent là-dessus, parce que est-ce que dans votre pratique, pour ceux d'entre vous qui pratiquez, dans votre pratique personnelle comme dans votre pratique d'enseignant, vous sentez que ce lien avec la profondeur du yoga n'est pas rompu en dépit du fait que ce que vous transmettez se limite. Il y a un effet Larsen, se limite aux postures et aux techniques du yoga. À ce propos, j'ai eu la chance, comme pas mal d'entre nous, de travailler avec quelqu'un qui refusait de considérer que les techniques avaient de l'importance. Dans le sens que pour Deshikachar, ce n'est pas la technique de yoga qui compte, et cela, il ne faisait que reprendre ce que disait son père.
c'est la personne humaine qui compte. Et s'il y a des techniques, elles ne sont utilisées qu'à bon escient, c'est-à-dire pour répondre aux besoins de la personne. Alors, la question va aller un peu plus loin maintenant. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui sont vraiment concernés par ce que le yoga considère comme étant l'essentiel, ou est-ce qu'en Occident, il n'y a que des gens qui sont attirés par le yoga pour des questions, comment dire, de bien-être personnel? Il n'y a rien de mal à vouloir du bien-être personnel, d'être en bonne santé, d'avoir un esprit qui fonctionne bien. Mais, fondamentalement, le yoga va être de découvrir que cette personne-là, c'est une fiction. C'est une mauvaise interprétation des faits. C'est un manque de clairvoyance. C'est ne pas voir que nous ne sommes pas des individus séparés. Nous ne sommes pas limités par un instant qu'on appelle la naissance et par un autre instant qu'on appelle la mort. Et ce qui en nous est notre nature essentielle préexiste avant la naissance de cet organisme et continue après la mort de cet organisme. Parce que ça, c'est l'axe central de l'enseignement du yoga. Comme le dit Krishna dans la Bhagavad Gita, très rapidement pour résumer, texte qui est un des chapitres du Mahabharata, qui est le texte le plus long que l'humanité ait jamais produit, en tout cas texte concernant la religion, la recherche intérieure. Je ne sais pas, peut-être qu'aujourd'hui il y a des textes plus longs techniques, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans les textes anciens, c'est le plus long que l'Iliade, plus long que l'Odyssée, etc. Et dans ce chapitre du Mahabharata, dans la Bhagavad Gita, il y a un dialogue entre un guerrier et son cocher qui petit à petit va se révéler comme étant ce qu'on appelle en Inde un avatara, une descente, qui a donné le mot français avatar, qui a un sens complètement différent. Et cet avatara va donner un enseignement à Arjuna, le guerrier. Et dans cet enseignement, Krishna dit aux guerriers qui refusent de tuer les ennemis en face de lui parce que ce sont ses cousins, parce que ce sont ses maîtres d'armes, parce que ce sont des parents, il refuse d'entrer dans cette boucherie dont il sait que ça va mal se terminer pour tout le monde. Et Krishna lui dit, mais tu crois que tu tues ou tu crois que tu vas être tué, mais ce qui en toi est réel et ce qui en eux est réel ne peut être ni tué, ni souillé, ni noyé, ni brûlé. Voilà, il y a cet enseignement-là dans la Bhagavad Gita. Patanjali le dit aussi autrement. Et c'est cette recherche, parce que, attention, ne croyez surtout pas ces choses-là. Il ne s'agit pas de croire en quelque chose. Il s'agit de vérifier si, oui ou non, à l'intérieur de cette conscience que je me sens être, il y a quelque chose qui est de la nature de l'indestructible, quelque chose qui est de la nature de sans commencement et sans fin. Le yoga est de ce point de vue-là, je le redis, une recherche, une investigation, une enquête. Et souvent, les gens s'arrêtent sur un mot dans le Yoga Sutra, qui est un mot considéré comme très important, qui est dit comme étant le point de départ de toute quête, qui est le terme Shraddha, qui est traduit par confiance. Je ne suis pas contre l'utilisation de ce terme, mais je crois que ce n'est pas tout à fait ça qu'il faut utiliser comme traduction à ce terme, ou en tout cas le sens que ça a profondément. Ce n'est pas l'idée de confiance, c'est l'idée de courage. Shraddha, en sanskrit, ça vient d'une racine verbale qui a donné aussi le mot hrid, qui veut dire le cœur. Pas le cœur pompe cardiaque, mais le cœur qui est le lieu central de ce qui est le plus important potentiellement en chaque être humain, qui est la faculté d'aimer sans attachement. Et le mot courage en français a la même racine étymologique que le mot cœur. Il faut du courage, parce qu'une enquête comme celle-là demande du courage. C'est-à-dire le courage de ne pas se voiler la face et de regarder vraiment à l'intérieur de soi ce qui se passe.
Donc, j'ai dit au début, le yoga n'est pas pour les naïfs ni pour les crédules. Et si vous acceptez de regarder comment vous fonctionnez, vous verrez qu'il y a énormément de choses qui sont fondées sur des croyances, sur quelque chose que vous avez intégré sans le vérifier, sans vraiment chercher à vérifier si cette croyance avait un fondement sur lequel on pouvait vraiment s'appuyer. Vous voulez un exemple ? Qui n'a pas entendu dire en ce pays à un moment ou à un autre que le Père Noël existait ? Il a bien fallu, à un moment ou à un autre, reconnaître que ça avait été peut-être utile, mais que ce n'était pas un fait. Un téléphone qui parle. C'est le Père Noël. Ah non. C'est une voix de femme. C'est la Mère Noël, alors, peut-être. Et donc, il y a plein de choses qui nous ont été engrammées, on dit, mais je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, enfin, des conditionnements, ça vous connaissez, je pense, que nous avons intégrés et digérés comme étant la vérité, comme étant quelque chose qui participe de faits réels. Et donc, pour démonter ces croyances, il faut du courage parce que c'est un peu comme si on défaisait le tissu qui est celui de la vie tel qu'on l'a construit en pensant que ce tissu, c'est la réalité. Il n'y a pas besoin de croyance ou de foi là-dedans, il y a besoin de courage. Et c'est, il me semble, la première vertu de quelqu'un qui s'engage dans le yoga, c'est d'avoir ce courage de regarder les choses le plus possible telles qu'elles sont. C'est jamais tout à fait possible. Nous sommes très profondément conditionnés. Nous sommes conditionnés par le langage, nous sommes conditionnés par le climat, nous sommes conditionnés bien sûr par l'histoire familiale, nous sommes conditionnés par l'histoire culturelle, nous sommes conditionnés par l'histoire tout court. Et l'éducation, j'allais oublier, mon Dieu, peut-être le pire de tout. Et donc, difficile de faire la part des choses de ce point de vue-là. Mais s'il n'y a pas cette recherche intérieure, est-ce qu'on peut vraiment parler de yoga ? C'est là la question que j'ai envie de vous renvoyer. Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ? Je réfléchis un instant. Le repos. Le repos ou l'arrêt qui est la définition que donne Patanjali du terme yoga. Se reposer, c'est pas s'endormir. Se reposer, ça a deux sens en français. On se repose sur quelqu'un ou quelque chose, et on se repose dans le sens on cesse de faire effort. Je crois que les deux significations en français correspondent bien à ce que le yoga nous invite à faire en termes de repos. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai dit, c'est important d'avoir le courage de regarder en face nos croyances. Mais si ce courage implique un effort sur soi tel qu'on est dans le conflit, c'est pas yoga. Le conflit et le yoga sont difficilement conciliables. Pourquoi ? Parce que tout cerveau en conflit est un cerveau qui s'use prématurément et c'est un cerveau qui ne peut pas être clair dans son fonctionnement. Donc il y a comme une difficulté à concilier le conflit et le yoga. Le yoga n'est pas la voie de l'affrontement, de la lutte en termes de résistance. Par exemple, lutter contre soi-même. La Bhagavad Gita a un passage, c'est le seul que je retiens vraiment sans avoir à revérifier de temps en temps, c'est le passage qui dit « Même le sage ne peut lutter contre sa nature,
tous les êtres obéissent à leur nature, à quoi sert la contrainte ? Ça me semble un point fondamental. Lutter contre soi-même, faire effort dans le sens de se contraindre, ça va à l'encontre de ce qu'on cherche à découvrir en soi, qui est de la nature du repos. Donc, sur quoi se reposer si ce n'est pas sur l'effort ? Et là, c'est un terme ambigu en français, l'intelligence. Ambigu parce que quand on dit intelligence, de quelle intelligence parle-t-on ? Surtout aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, mais le Yoga Sutra dit que ce sur quoi on peut se reposer, c'est pas le corps. Parce que le corps, on sait qu'il est limité et on sait qu'il a une fin indiscutable. Et on sait aussi qu'il est conditionné de A à Z, qu'il est fait d'un ensemble de conditionnements génétiques et qu'on peut changer des choses à la marge, mais en général en faisant beaucoup d'efforts. Tout fumeur qui a essayé de fumer me confirmera mes dires, entre autres. C'est pas non plus notre pensée. Notre pensée, on ne peut pas s'appuyer dessus, on ne peut pas reposer sur notre pensée. Pourquoi ? Parce que la pensée, c'est toujours de la mémoire. C'est toujours quelque chose qui résulte d'une expérience antérieure qui a été enregistrée et qui ressort sous la forme de telle ou telle pensée ou tel cours de pensée. Et que donc la pensée nous maintient dans le sentiment de limitation qui est celui dans lequel nous nous trouvons déjà. Et pour ceux qui ont un petit peu creusé la chose, vous savez que le sentiment d'être ce moi n'est qu'une pensée récurrente. Une pensée à la fois fugace, aussi rapide que l'éclair, et récurrente, qui fait que, par exemple, je vais dire « j'ai mal au genou ». Déjà la langue, c'est moi qui ai mal au genou. Non, c'est le genou qui a mal. Mais la pensée est structurée par le conditionnement à s'approprier toute expérience sous la forme « c'est moi qui, c'est moi je ». Et là encore, se reposer sur le fait que c'est pas moi qui agis, mais c'est l'univers tout entier qui agit à travers moi, c'est pas quelque chose à laquelle on a été, nous, occidentaux, on n'a pas été conditionnés à penser cette pensée-là. Pourtant, c'est une pensée constante dans les textes comme la Bhagavad Gita, par exemple, qui souligne le fait que croire que c'est moi l'acteur alors que je suis agi, c'est une des erreurs fondamentales, une des croyances fondamentales. On ne peut pas se reposer sur cette pensée-là. Elle est fausse. Donc l'idée de repos, c'est pas juste une chaise longue et se dorer au soleil. C'est chercher et trouver les supports, les points de stabilité intérieure qui vont nous permettre de traverser les épreuves de l'existence sans que celles-ci nous fassent perdre pied, ou plus exactement, nous fassent perdre le sens de la recherche qu'on appelle yoga. On peut très facilement être bousculé par la vie au point que on décide de se tirer une balle dans la tête, ou de se noyer dans l'alcool, ou de se noyer dans la politique, c'est à peu près pareil, ou de se noyer dans la religion, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on cesse d'être dans une démarche de recherche pour être dans une démarche de fuite par rapport à quelque chose qu'on n'arrive plus à poursuivre parce qu'une erreur s'est glissée. Donc le yoga est exigeant de ce point de vue-là. Il ne peut pas être suivi avec tiédeur. Et tous les grands maîtres spirituels ont dit la même chose de ce point de vue-là. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde pour entendre ce discours. La tiédeur n'est pas vraiment... Donc le repos n'est pas de la tiédeur. C'est à ça que je voulais en venir. C'est un peu plutôt comme l'œil du cyclone.
C'est-à-dire, on est dans un maelstrom d'action, mais au centre de ce maelstrom, il y a le repos, c'est-à-dire il y a comme un état de tranquillité et aussi de vacuité, dans le sens qu'il n'y a pas d'émergence de soucis, d'émergence de questionnements inutiles, d'émergence de souvenirs du passé qui n'ont rien à faire ici maintenant. Il y a comme quelque chose qui est aussi stable. Alors, je donne l'exemple classique que l'espace, parce que tout le reste est instable. Un rocher peut soudainement être ébranlé par un tremblement de terre et dévaler jusqu'en bas et se fracasser contre un autre rocher. Il n'y a rien de stable, sinon, comme exemple, c'est pas absolu ce que je dis, c'est un exemple. Il n'y a que l'espace qui soit stable parce que le vent peut le traverser, le soleil peut brûler, la pluie peut traverser l'espace, mais rien ne va toucher l'espace. De la même façon, il y a en nous un espace que rien ne peut tuer, ni brûler, ni noyer, etc., si je reprends les termes de la Bhagavad Gita. Et c'est cet espace-là que le yoga nous invite à chercher et à trouver. On va laisser du temps pour les questions maintenant. Vous pouvez prendre 1 heure pour poser votre question. Comme ça, il me restera 30 secondes pour y répondre. Comment ? Ça déménage. Ah. Il n'y a pas de micro-baladeur ? Non. Ben, je répéterai la question, s'il y a une question. Alors, il n'y a aucune question stupide. Oui. Je préfère le terme calme, le repos, le calme intérieur. Oui. Pourquoi pas ? Ce repos, ça ressemble justement plus au repos sur la vie. Oui, mais je traduisais simplement le terme qu'employait Patanjali pour dire que yuj, c'est pas yuj yoga, c'est pas joindre. Le yoga n'est pas joindre, mais yuj nirodha, le yoga, c'est l'arrêt ou le repos des activités incessantes de l'esprit. Donc calme si tu veux, ou silence. Silence de la pensée, silence de la mémoire, silence de la pensée qui se projette dans le futur, présence attentive sans contenu personnel, action sans le sentiment qu'on est l'acteur. Quelque chose de cette nature. Donc calme irait très bien, oui, pour dire ça. C'est pas juste le calme qu'on vit par moment parce que tout va bien dans la vie et qu'il n'y a pas de problème, quoi. C'est quelque chose qui est plus définitif. Il y avait une autre question, je crois. Vas-y, j'écoute, si je peux. De façon pragmatique, donc, quelle pratique du yoga pour atteindre cet espace ? Quelle pratique du yoga pour atteindre cet espace que rien ne peut perturber ? C'est ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est une question de pratique. C'est pour ça que je dis je ne sais pas. C'est pas une question de technique, c'est pas une question de pratique. C'est quelque chose qui cherche en nous. Et ce quelque chose qui cherche en nous nous conduit à un moment donné à être, j'allais dire à redevenir, non, à devenir humble. Parce que redevenir, ça serait très prétentieux de penser qu'on a vraiment été humble à un moment ou à un autre, ou alors le mot humble ne convient pas. C'est-à-dire, il faut avoir perdu la bataille. Si bataille il y a. Il faut avoir accepté d'avoir mis tous ses efforts pour, alors à travers la pratique, quelle qu'elle soit, ce que tu veux, pour se rendre compte que ça ne conduit nulle part. Parce que, alors j'explique pourquoi. Si
le personnage que je suis se met à la recherche de cet espace qui est ma vraie nature, mais dans lequel ce personnage ne peut pas subsister en tant que tel. Si c'est moi, personnage, qui essaye par une pratique d'arriver à cet espace, le sentiment que je suis ce personnage se renforce de rechef, se renforce immédiatement. Donc, c'est plus de voir quelle est la motivation qui pousse le personnage que je crois être à découvrir cet espace. En général, pour le dire très succinctement, c'est la souffrance, quelle qu'elle soit. C'est le sentiment que les choses ne sont pas comme elles devraient être, que je mérite mieux que ce que j'ai ou que je mérite mieux que ce que je suis, qui fait que je commence à regarder autour de moi, comme vous pouvez faire ici, et vous allez vous apercevoir, parce que ça on ne vous l'a pas dit, mais que quand on rentre dans cette pièce, on ne peut plus en sortir. On est en prison. Ah ben s'il y a quelqu'un qui arrive à rentrer, mince alors, mon exemple est raté. Et voilà, tu ne pourras plus sortir. C'est-à-dire, quand on est rentré dans le processus qui n'est pas personnel, qui n'est pas le fait de chacun d'entre nous, qui est le fait de l'humanité tout entière, dans un processus d'individualisation, pas d'individuation, mais d'individualisation, c'est-à-dire, vous savez, le mot individu, il a glissé complètement de sens, il est venu à dire l'opposé de ce qu'il dit. Non divisé est venu à dire celui qui est complètement divisé parce qu'il est séparé de tout, il se sent comme étant un individu dans le sens séparé des autres, non ? Donc il y a un glissement sémantique extraordinairement parlant, parce que nous avons démarré avec une conscience tribale, clanique. À l'origine, les êtres humains, ils se regroupaient alors de grandes familles, des clans, des tribus. Et à l'époque, d'après ce que les historiens de la préhistoire disent, il y avait très peu de conflits parce qu'il y avait peu de population humaine et il y avait de grands espaces. Donc si deux clans ou tribus arrivaient sur un territoire pour cueillir, chasser, ils se faisaient tous les gestes de menace, mais il y en avait un des deux qui allait chercher ailleurs, il y avait largement la place, il n'y avait pas besoin d'entrer en conflit. Après, quand l'être humain s'est sédentarisé, ça a changé les choses, parce qu'il y a commencé à en avoir qui ont décidé de s'installer en un endroit, commencé à le cultiver. Donc à ce moment-là, la famille a pris plus d'importance petit à petit que le clan, parce que c'était quand même les membres les plus proches sur lesquels on pouvait reposer, en particulier les fils, d'où la différence entre les fils et les filles, pour cultiver les champs, pour faire les travaux lourds, etc., sans lesquels on ne pouvait pas survivre. Donc cette conscience tribale, qui subsiste encore dans certaines partie de l'humanité est devenue davantage familiale. Mais le summum, ça a été avec la naissance de la bourgeoisie. Et maintenant, on n'est même plus dans le familial, on est dans l'individualisme. C'est-à-dire, on tourne le dos à la bonne direction. Et tout le reste en découle, tous les conflits. Et surtout, le sentiment, l'absence d'humilité, en fait, fondamentale. C'est-à-dire, si on réfléchit un instant dans l'immensité de cet univers que la science nous dévoile petit à petit, si on ne l'avait pas réalisé par soi-même en regardant le ciel et les étoiles, qu'est-ce qu'on est ? Mais même pas un grain de poussière dans cette pièce. Même pas un virus dans cette pièce. On n'est rien du tout. Donc, il y a comme une espèce d'énorme fossé à franchir qui est de rabattre notre caquet s'il y a une pratique, pour répondre à ta question. Et c'est vraiment ça qui est le plus important. Et je dois dire que c'est difficile. Bon, par exemple, moi, je suis à la place du conférencier. Il n'y a rien de plus dangereux que d'être un conférencier, professeur de yoga, professeur de médecine, spécialiste de quoi que ce soit, ingénieur informaticien. Tout ça, ça renforce le sentiment qu'on a un statut,
et une stature intérieure. Et ça nous fait oublier ce vide fondamental qui est en arrière-plan de toute notre activité intérieure et qui nous fait si peur. Finalement, la mort nous fait moins peur que ça. Il y a une main comme ça. Patanjali, quand même, il parle des postures. Il parle de Oui. méditation, il parle Oui. de quand même, monsieur, Oui. et d'aller vers le calme intérieur. Oui, mais j'ai bien dit dans le laïus que la posture de yoga était un entraînement pour être moins bousculé par les vicissitudes de l'existence. Mais qui est moins bousculé par les vicissitudes de l'existence, qui se met au yoga en vue d'être moins bousculé par les vicissitudes de l'existence? C'est toujours le même personnage. Ça ne va pas le guérir de cette maladie. Ça va la renforcer. Ça apaise l'esprit quand même. Après un cours de yoga, on est plus détendu, on est Oui, oui. Jusqu'à la prochaine dispute avec son mari ou sa femme. mon mari est très content que je me sois mis de yoga. Tant mieux pour lui. Et tant mieux pour toi aussi, hein. Non, alors justement, c'est le témoignage que j'attendais, entre autres. Est-ce que le yoga vous conduit à un sentiment d'autosatisfaction ou vous conduit à quelque chose de plus profond qu'un sentiment d'autosatisfaction? Au départ, c'est vrai, oui, il y a de l'autosatisfaction, c'est sûr. Mais alors, moi j'ai commencé par du yoga, voilà, oui, j'ai continué parce que je trouvais que ça me faisait du bien. Et après, je suis allée vers la méditation. Et franchement, waouh, quoi. Ça transforme, ça m'a transformé, quoi. Merci, tant mieux. Et je pense que il a fallu que je commence par le yoga. Je pense que je n'aurais pas pu aller vers la méditation. Non, mais attention, la méditation et le yoga, c'est pas deux choses différentes, hein. Alors, quand je dis ça, c'est qu'après avoir fait un peu quelques années de yoga, je me suis mise à la méditation en repos, comme vous dites, toute seule, chez moi. Voilà. Pratique de méditation quotidienne. Voilà. D'accord. Et, Mais c'est autant le yoga que les postures. C'est ça que je veux dire. ça a été mon cheminement. Oui. Tu as commencé uniquement avec les postures et ensuite on est venu à la méditation. D'accord. Et je ne sais pas si j'aurais pu faire de la méditation sans avoir commencé par faire du yoga. Tout à fait. Je ne sais pas. Oui. Mais tu suis le modèle de Patanjali, exactement. Oui. Oui, puisque dans la définition des 8 membres du yoga, mais alors je ne sais pas si tu as vraiment pu pratiquer les 2 premiers membres, ça j'en doute. Yama et Niyama. Alors, en français, s'il te plaît. Ah, en français. Alors, j'énonce plutôt quels sont les 5 yamas. L'absence de volonté de nuire ou l'absence de désir de nuire. Si on regarde bien, quand il y a un moustique qui tourne autour de toi, que tu es sur la tête, est-ce qu'il n'y a pas un petit désir de nuire quand même? Bon, c'est un exemple un peu spécial, mais si on regarde, je ne veux pas citer d'exemple plus humain, mais ça arrive quand même qu'il y a certaines personnes, on aimerait bien qu'elle leur tombe une brique sur la tête, quoi. Les voisins parfois, ou quelquefois le conjoint ou la conjointe, hein, ou les enfants aussi, c'est possible, ou les parents, bien sûr. Donc, voilà. La véracité, l'absence de... Alors, pas seulement de mensonges, pas seulement la vérité, mais la véracité, l'authenticité, on peut dire. C'est-à-dire ne jamais essayer de faire croire aux autres qu'on est autre chose que ce que l'on est vraiment.
rester authentique quelles que soient les circonstances. Le non-vol, ça c'est facile. Hein. Oui, quand j'étais adolescent, j'ai volé un disque par-ci ou un livre par-là, mais c'est normal, j'avais pas d'argent de poche. Bon, aujourd'hui, même ceux qui sont condamnés par la justice disent non, c'est pas moi, moi j'y suis pour rien. Bon, je donnerai pas d'exemple de non politiques, mais il y en a quelques-uns en ce moment qui sont dans les journaux. Alors le suivant, si on prend... Alors là aussi, il y a un glissement extraordinaire, comme dans le mot individuel, ou individu. En sanskrit, le mot brahmacharya. Acharya, ça veut dire quelqu'un qui se met en mouvement vers. Et Brahman, c'est l'absolu, c'est ce qui nous dépasse infiniment, mais qui est en même temps ce que nous sommes profondément, ou ultimement. Donc, c'est l'idée dans la culture de l'Inde qu'à partir du moment où on n'est plus un enfant, l'éducation qu'on reçoit n'est pas une éducation, pratique pour avoir un métier pour gagner sa vie, mais on reçoit une éducation qui parle de l'absolu et qui parle des moyens pour y parvenir. Quelle pratique pour rejoindre l'absolu, comme demandait le monsieur au fond de la salle. Donc ça, c'est l'âge de l'étudiant, et on appelle l'étudiant un brahmacharin, celui qui est à la recherche, qui s'est mis en route vers le brahman. Mais il ne pourra pas l'atteindre parce que la société hindoue réclamait que tout être humain devienne père et mère de famille pour prolonger l'existence de l'humanité. Donc il fallait qu'il attende l'âge de la retraite, qu'on appelle vanaprastha, le départ dans la forêt, le séjour dans la forêt, puisqu'à l'époque il y avait beaucoup de forêts, donc on quittait la ville ou le village où on avait vécu et on se retirait dans des sortes d'ermitages, mais souvent avec des voisins qui étaient dans la même situation, et c'est là où on pouvait mettre en œuvre ce qu'on avait appris dans l'âge de l'éducation, en quelque sorte. Et ce mot a fini par signifier la chasteté ou même l'abstinence sexuelle, ce qui n'a aucun rapport avec son sens étymologique, mais qui s'explique par le fait que pendant le temps du brahmacharin, de l'étudiant, on considérait que l'énergie devait être consacrée uniquement à l'étude, et donc la sexualité n'avait pas de place. Et ça explique qu'en Inde, comme dans beaucoup d'autres traditions, les garçons et les filles étaient éduqués séparément, pas dans le même lieu, etc. Et donc brahmacharya, si on regarde quand dit Patanjali, c'est plus l'idée d'équilibre. Ne jamais aller dans un extrême quand on peut éviter d'aller dans un extrême. Essayer de trouver toujours le juste milieu. Et le dernier, et c'est celui qui à mon avis est le plus difficile à mettre en œuvre, le aparigraha. Alors grahe en sanskrit, ça veut dire faire ça, c'est saisir quelque chose. Et parigraha, ça veut dire le saisir complètement et pas vouloir le lâcher. Et aparigraha, c'est accepter de lâcher complètement quelque chose parce qu'on n'est pas maître des êtres ni des choses, on n'est propriétaire ni des êtres ni des choses. Et ce qui est derrière l'existence, parfois nous donne et parfois nous reprend. Et le yoga n'est possible que si on accepte que les dons, les cadeaux, mais aussi les deuils, les départs, les pertes. Voilà, ça c'est le premier membre du yoga, c'est ces 5 considérations. Le père de Desikachar disait c'est pas possible de le mettre en œuvre pour quelqu'un qui n'est pas un renonçant avant l'âge de 70 ans. Ça y est, moi ça fait 10 ans que je dois le mettre en œuvre, je dois dire que j'ai pas encore vraiment réussi. Parce que je crois pas que ça puisse se mettre en œuvre, parce que ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'enseignement des Shikachar, c'est qu'il m'a dit, en tout cas à moi, je sais pas aux autres, parce que comme son enseignement correspondait essentiellement à chaque individu dans ses caractéristiques propres, parce que là, évidemment, en tant qu'individu, corps, esprit, E minuscule, on est tous différents. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des blonds, il y a des bruns, il y a
des yeux bleus, des yeux verts, il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, des gentils, des méchants. Il y a toute la variété. Le yoga doit correspondre à la personne, donc peut-être que ce qu'il m'a dit à moi, il ne l'a pas dit à d'autres et il a dit autre chose. Mais pour moi, il a dit, voilà, les yamas et les niyamas, comme la définition aussi d'asana, la posture dans le Yoga Sutra, comme la définition de pranayama, et comme encore plus la définition de ce qu'on peut appeler la méditation dharana, dhyana et samadhi ensemble, c'est simplement le portrait donné d'un yogi abouti pour ceux qui ne sont pas encore des yogis, mais qui n'a pas encore fait le geste intérieur qui l'a conduit à la réalisation, ne peut absolument pas suivre ce modèle. Ce n'est pas un modèle à suivre, c'est un portrait. Comme quand on nous dit la posture, c'est l'alliance indissociable d'une présence stable et d'un confort absolu ou d'une aisance absolue. Si vous avez déjà essayé de pratiquer des postures, vous savez que ça n'arrive jamais. Il y a toujours un peu trop de l'un ou un peu trop de l'autre. C'est quelque chose d'inévitable parce que nos corps sont marqués par notre histoire et nous avons tous eu des conflits, par exemple, on parlait des conflits tout à l'heure, ces conflits créent des tensions dans le corps, ces tensions deviennent chroniques, quand elles sont chroniques, elles deviennent inconscientes, quand elles sont inconscientes, donc on n'est pas capable de les sentir, et quand on fait des postures, pof, on vient toucher pile poil à l'endroit où il y a une contracture ou une tension dont on est devenu inconscient. Ça n'arrive pas tout de suite dès le départ, ça arrive en général après quelques mois de pratique, et là on se dit, oh là là, le yoga, j'ai mal au dos depuis que je fais du yoga, ou j'ai mal aux épaules depuis que je fais du yoga, ou j'ai mal au cou depuis que je fais du yoga, alors qu'en fait, les postures ne font que révéler quelque chose qui était là, mais dont on n'était pas conscient, dû à des postures dans la vie, dû à des conflits dans la vie, dû à des tensions dans la vie. Et il y a un petit travail progressif de relâchement de ces tensions qui est possible. En ce sens, le corps va se sentir de mieux en mieux. Mais ça prend du temps. Alors ça, je l'ai entendu, et c'est vrai que je ne savais pas trop quoi dire aux personnes qui Ah oui. J'étais assez étonnée, quoi. Parce que... Oui, au début, les gens sont très contents, j'ai plus mal au dos, puis ils reviennent quelques mois plus tard, oh là là, mon mal de dos est revenu, mais alors il est bien pire, ou alors c'est pas au même endroit. Et... J'ai mal à lui, donc j'ai mal à... Ok. Oui. Donc du coup, pour revenir à ces postures, ça fait quand même pas... Vas-y, j'entends. Ces postures, c'est quand même partie de la recherche, de cet état de recherche. Ça ne s'y réduit pas, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Oui, ça en fait partie. Pas de tous les yogas, mais ça en fait. Vous avez parlé de fuite. De fuite. Ah, alors tout dépend dans quel esprit on aborde les postures. Admettons que ma femme m'ait quitté. Mes enfants sont trop grands pour qu'ils s'occupent de moi ou moi d'eux. J'aime pas jouer au bridge, le football ne m'intéresse pas, la politique, j'y crois plus. Qu'est-ce que je peux dire encore ? J'ai pas assez d'argent pour acheter une Ferrari. J'ai décidé d'arrêter de fumer. Moi, je vais faire du yoga. Je force un peu le trait. Mais quand j'entends des gens, enfin j'entends plus maintenant parce que je donne plus de cours collectifs, mais quand j'entends les gens, quand on leur pose des questions pourquoi ils viennent au yoga, en tout cas dans certains milieux, en tout cas c'est beaucoup, ah ben je rencontre des gens, on parle, voilà, c'est devenu une forme de, alors on peut appeler ça une distraction plutôt qu'une fuite, mais c'est une fuite fondamentalement, comme beaucoup de choses. Qui peut rentrer chez lui le soir et ne pas se mettre devant un poste de télé ou devant un livre et rester dans le calme du silence intérieur? 30 secondes, 3 minutes, 30 minutes, ça m'étonnerait. Ou alors vous êtes endormi.
j'en parle en connaissance de cause. Oui. J'ai noté là, éviter les gens qui sont nocifs. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser? Alors, ce n'est pas un jugement universel. Si moi je dis tu es une personne nocive, tu es nocif pour moi. Tu n'es pas nécessairement nocif pour la personne assise à côté de toi. Je ne parle pas de toi. Hein, là. Okay. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous crispent. Alors, on peut se dire, bon, ben, si cette personne me crispe, il faut que je reste en contact avec elle parce que je vais voir pourquoi elle me crispe et donc je vais grandir. Pas vraiment. Je pense que si vraiment elle te crispe, au moins dans un temps, il vaut mieux trouver un peu de distance et de façon à ne pas être dans une situation inutilement stressante, parce qu'à moins que ça soit une obligation professionnelle ou une obligation familiale, déjà là, je pense que la famille, ça a bon dos pour accepter des gens toxiques. Il y a beaucoup de filles qui s'occupent de leur mère alors que ce sont des poisons, les mères, pour les filles, passé un certain âge, en termes de comportement, de demande, etc., et vice-versa pour les garçons. Les garçons, ils sont plus égocentrés encore, donc ils ont plus tendance à laisser tomber les choses quand ça devient un peu désagréable. Mais c'est pas dit, comme je viens de le dire dans les textes. Ce qui est dit, c'est de chercher la présence de personnes dont on sent qu'elles sont dénuées de... pas de personnalité, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais d'égocentrisme. Donc les gens toxiques, par exemple, sont les gens extrêmement égocentrés. Les gens toxiques sont les gens qui te prennent pour une poubelle et déversent tous leurs problèmes sans jamais aller voir un psy parce qu'ils ne veulent pas payer et puis qu'ils disent « moi j'y crois pas », mais ils se servent de tous les gens autour d'eux comme si c'était des psys sur lesquels ils déversent leurs problèmes sans que jamais ça les sorte de leurs problèmes, bien évidemment. Ainsi de suite, il y en a des exemples de gens toxiques. Je suis sûr qu'en cherchant, chacun d'entre nous peut en trouver plusieurs, pas dans cette salle, hein, autour. Moi, j'ai un frère, je l'aime, mon frère, mais il est toxique. Pour moi, il est toxique. Et lui, il considère que je suis une personne toxique parce que je n'ai pas le courage de mettre un couteau sous la gorge de mon ex-beau-frère, qui, d'après lui, aurait spolié ma sœur, m'aurait spolié moi aussi. Lui n'a pas été spolié, il s'est débrouillé pour perdre l'argent qu'il a hérité de notre père, de son propre chef. Donc lui, il est pas fautif de quoi que ce soit, mais moi je suis fautif de ne pas aller faire rendre gorge à ce salopard. Mais moi, d'abord, j'ai pas le courage physique d'aller confronter quelqu'un avec un couteau, lui mettre sous la gorge et lui dire de toute façon, il n'a plus l'argent depuis longtemps. À quoi ça sert? Donc, fréquenter quelqu'un qui est tout le temps en train de revenir là-dessus, parce que pour lui, c'est vraiment une blessure. Il l'a mal vécu. Moi, Jocelyne peut en témoigner, c'est quelque chose qui a... Si, ça a laissé une incidence sur moi qui est plutôt positive, c'est que je sais que l'argent, ça n'a vraiment pas d'importance de ce point de vue-là. Mais lui, pour lui, c'est la vie et la mort, quoi. Et donc, continuer à le rencontrer pour chaque fois m'entendre dire « il faut absolument que tu es un lâche, tu n'as pas le courage d'eux, etc. » Non, j'ai pas envie. C'est un exemple personnel, authentique. Donc là, c'est courage fuyant. Courage fuyant, oui, mais pourquoi pas. Se voir vraiment avec courage, c'est de voir qu'on est lâche face à certaines situations et qu'il n'y a pas de raison de les confronter parce qu'on n'en obtiendra que de l'autodestruction. On a 3 attitudes fondamentales en tant qu'organisme vivant, hein, c'est combattre, fuir ou faire le mort.
Après, on va dire, oui, mais il y a, comment on appelle ça déjà, non violente, la communication non violente. Ah, c'est un bel idéal, mais je ne sais pas si ça fonctionne vraiment quand il y a un vrai problème entre les gens, quoi. Parce que ce n'est pas une question de communication seulement. C'est pas parce qu'on dit les choses d'une certaine façon que ça va changer une situation qui a des racines historiques qui remontent à des générations en arrière qui font que deux peuples, par exemple, ne peuvent pas s'entendre, même s'ils sont voisins, même s'ils sont de même souche, même si ce sont deux tribus très proches à l'origine. Voilà, l'histoire les a mis en confrontation et c'est pas la communication non violente qui va changer quelque chose, à mon avis. Donc la non-violence, c'est d'abord vis-à-vis de soi-même. Bon, je ne sais pas, mais oui. Encore d'autres questions? Oui. Comme on parlait tout à l'heure de l'effort, de la quête pour démonter nos croyances internes. Il y a eu l'exemple du Père Noël, mais ça couvre aussi les religions, j'imagine. Et comment c'est compatible du fait que vous disiez que le yoga, à l'époque, s'est développé de façon en symbiose, je dirais, avec les religions? En symbiose, peut-être. Alors, là, ça dépasse mes capacités, mes connaissances de savoir exactement comment dans les religions en Inde, le yoga a été intégré ou non. Dans le shivaïsme, sans aucun doute, puisque Shiva, c'est considéré comme le dieu des yogis, il est représenté en méditation, assis sur une peau de tigre, avec son trident dans les Himalayas. Il y a toute une tradition probablement pré-aryenne, ou en tout cas pré-védique, on devrait dire plutôt, parce qu'on pense que le yoga était déjà présent en Inde quand les tribus venant de l'Ouest, probablement du sud du Caucase, mais là, moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un expert là-dedans, sont arrivés en Inde avec le Veda. Le yoga existait déjà, il n'existait pas dans le Veda. Pas sous cette forme-là, en tout cas. Pas sous la forme d'une recherche qui inclut, comme disait quelqu'un là, qui inclut aussi le travail corporel, hein, les postures, etc. Le Veda est une recherche spirituelle aussi, mais pas similaire à celle du yoga. Donc on pense que le yoga existait en Inde avant l'arrivée du Veda, probablement d'origine dravidienne. Les Dravidiens, ce que j'ai entendu ou lu plus exactement, c'est que c'est une langue qui ressemble aux langues polynésiennes, donc on pense que ce sont des gens qui sont arrivés par la mer de Polynésie il y a très 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 longtemps, et dans les restes qui sont au Pakistan actuellement, de Mohenjo-Daro et puis de Harappa, mais c'est surtout à Mohenjo-Daro, on a trouvé des seaux en argile qui représentent un individu assis sur le sol avec les bras comme ça, et qui ressemble étrangement au personnage de Shiva. Donc les gens ont dit, oui, le yoga existait déjà, mais on n'en sait rien, ça pouvait être juste... En Inde, tout le monde s'assied par terre, hein, encore aujourd'hui. Enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens pauvres, en tout cas, ils s'assiedent par terre. Tout ceci pour dire que dans le shivaïsme, je pense que le yoga s'est intégré, ou peut-être même le shivaïsme est la religion du yoga, je n'en sais rien. C'était un peu la thèse de Alain Danielou, auteur qui est, je ne sais plus, le frère ou, enfin, relié à un cardinal ou un évêque, je ne sais plus, de l'Église catholique. Et dans le vishnouisme, non, parce que le vishnouisme, c'est vraiment les brahmanes qui ont amené le yoga et qui ont fait du yoga ce qu'on appelle des darshanas, c'est-à-dire des points de vue qui sont acceptés par l'orthodoxie brahmane. Mais il faut savoir qu'en Inde, il y a deux grandes voies de transmission du yoga. Il y a ce qu'on appelle le sampradaya, la tradition maître-disciple, guru-shishya, qui est profondément maintenant inscrite dans la culture brahmanique, dans la religion brahmanique. Krishnamacharya était un brahmane, Nishkacharya était un brahmane, etc. Nous, on n'est pas des brahmanes par définition.
Et puis, il y a les renonçants, les sadhus, les sannyasines. Les ashrams, la plupart du temps, sont tenus, si je puis dire, par des sannyasines, des renonçants. Et dans cette voie-là, le yoga aussi était présent dès l'origine, de cette... je ne sais pas à quel moment la société hindoue s'est organisée en caste, et dans cette organisation en caste, chez nous ça ressemblerait à tiers-état, bourgeoisie, noblesse, sauf que c'est plus complexe que ça, il y avait une porte de sortie toujours qui était la possibilité de devenir renonçant ou moine errant ou ascète, où tous les devoirs de la société pouvaient être mis de côté sous prétexte de faire cette recherche de l'absolu. C'est devenu aussi un repère de paresseux, hein. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que des gens sérieux. Mais voilà, le yoga a profondément été intégré dans le tissu de la culture de l'Inde, donc dans les religions aussi. Après, dans le bouddhisme, c'est pareil. Le bouddhisme est un petit-fils du yoga, si on peut. Le Bouddha, c'est un des premiers yogis connus, vraiment, qui a affirmé qu'il avait atteint la réalisation, l'état de bouddhéité, ce qu'il a appelé. Comme Mahavira, le fondateur du jaïnisme, qui est une autre religion. Mais à l'époque du Bouddha, le bouddhisme n'était pas une religion. À l'époque de Mahavira, le jaïnisme n'était pas une religion. C'est devenu une religion comme... Est-ce que Jésus faisait partie d'une religion et reniait la plupart des éléments du judaïsme? Le christianisme est devenu une religion longtemps après la mort de Jésus, ou en tout cas quelques années après. Donc les religions naissent, je ne sais pas si les hindous seraient d'accord avec ce que je dis, mais en tout cas les religions du livre sont nées toujours après la mort d'un prophète ou d'un fils de Dieu. Voilà. La religion est une déchéance d'un enseignement. Déchéance dans le sens que l'esprit originel est perdu pour s'adapter aux mœurs du temps et aux croyances souvent superstitieuses qui existent dans une société donnée au moment où cette religion essaye de s'installer. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ça fixe quelque chose qui était en mouvement, tout à fait. Tu deviendras la pierre de mon église. Je ne sais pas si vraiment Jésus a dit ça. Là, c'est que lui aussi s'était arrêté à ce moment-là. Oui, il y a un homme politique en Inde, puisque vous avez l'air de connaître l'Inde, qui a fait en sorte que la pratique du yoga soit universelle, une activité culturelle nationale. Oui. Et alors, les peu de documents que j'ai vus, ça s'approche plus de l'éducation sportive. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors, j'ai aussi lu que c'était une initiative assez opportuniste. C'est tout à fait politique. Oui. C'est pour servir le nationalisme hindou qui n'existait pas et qui n'existait pas. Commençait à exister avec les mouvements pour l'indépendance de l'Inde. Parmi ceux qui ont contribué, il n'y a pas seulement Gandhi, il y a aussi Aurobindo, certains connaissent. Ça a commencé à donner naissance à un sentiment d'appartenance nationale. Auparavant, l'Inde s'était morcelée en plusieurs royaumes qui se faisaient la guerre. Il y a eu plus de guerres en Inde peut-être que nulle part ailleurs. Donc la non-violence, l'absence de volonté de nuire, ils en parlent en connaissance de cause, parce qu'ils ont tous été victimes à l'époque de conflits très sanglants. On dit que Ashoka, le premier empereur de l'Inde, le premier dans l'histoire, s'est converti au bouddhisme parce qu'il est monté au sommet d'une colline, c'est dans le nom m'échappe, c'est à l'est de la région du Tamil Nadu, pas l'Andhra Pradesh, mais enfin l'Orissa. Dans l'Orissa, il est monté au sommet d'une colline après avoir vaincu les ennemis, et il a vu toutes les rivières autour de lui qui coulaient rouges, et c'était le sang de toutes les victimes de la guerre. Et là, d'un seul coup, il a fait ce qu'on appelle une conversion,
volte-face, et il est devenu bouddhiste. Et il a prêché le dharma du Bouddha, c'est-à-dire justement de ne pas commettre de violence sur tous les êtres vivants, pas seulement les êtres humains. Donc tout ça pour dire que j'ai perdu le fil de ta question. Oui, le nationalisme hindou est récent dans le sens que Modi, le Premier ministre, fait partie d'un mouvement nationaliste qui est responsable de massacres de musulmans dans l'État où il était gouverneur. Et aujourd'hui encore, ça chauffe en Inde pour les musulmans. Ça chauffera aussi pour les chrétiens à un moment ou un autre parce qu'ils veulent rejeter tous les corps étrangers qui se sont installés en Inde bien longtemps avant les Britanniques, mais qui ont toujours vécu en bonne amitié avec les hindous. Les chrétiens, il y a eu un apôtre, Saint Thomas, je crois, qui est allé en Inde dès la mort du Christ. Et il s'est installé au Kerala, et les chrétiens, ils sont en Inde depuis l'époque évangélique, on va dire. Les Juifs, n'en parlons pas, ils étaient là avant. Il y a encore une synagogue à Cochin qui date de je ne sais plus quelle année, Nabucodonosor, je crois, si je me souviens bien. Et puis, des religions en Inde, il y en a pléthore. Il n'y a pas que l'hindouisme, il n'y a pas que les musulmans. Mais les autres religions sont, comme dit Modi, elles sont locales. Elles ce ne sont pas des missionnaires protestants américains en chemise blanche et cravate qui viennent à coups de dollars essayer de convertir les hindous à une religion qui leur est étrangère. Ça, c'est quelque chose qui a du mal à passer chez les hindous. Donc, en même temps, ça se comprend. Cette espèce d'esprit missionnaire de vouloir convertir tout le monde à la même chose. Alors, j'espère que le yoga ne va pas avoir ce rôle en Occident. Tout le monde va devenir pratiquant de yoga. Non. Bon, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là parce que demain, j'ai un stage. Merci beaucoup pour votre écoute, vos questions.